Nous sommes le mardi 17 octobre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Bon réveil à vous à la une ce matin, Europe 1 en direct de Bruxelles. Dès le début de cette édition, la capitale belge sous le choc après une nouvelle attaque terroriste qui a fait 2 morts hier soir. L'assaillant est toujours en fuite. L'Europe, plus que jamais ciblée par le djihadisme. Émouvante minute de silence hier dans toutes les écoles de France. Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty, 2 enseignants victimes de l'islamisme. Dans ce journal également, reportage de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Ashkelon, en Israël, hôpital ultra sécurisé qui continue de soigner les civils blessés par le Hamas. Et puis nous parlerons du prêt à taux zéro, le PTZ. Il va bientôt être élargi à 6 millions de Français supplémentaires. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous prenons tout de suite la direction de Bruxelles où nous attend la correspondante d'Europe 1. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour à tous. Bruxelles se réveille sous le choc ce matin après une attaque terroriste qui a fait 2 morts et 1 blessé. L'assaillant a ouvert le feu sur des supporters suédois en pleine rue et en marge du match de football Belgique-Suède. Que sait-on des circonstances, Laura ? Bien écoutez, l'homme a ouvert le feu à 19h14 dans le quartier nord de Bruxelles. Avec une arme de guerre de type Kalachnikov, il tire sur des passants. Passant abat un homme à l'intérieur d'un bâtiment avant de remonter à bord de son scooter. Une attaque qui s'est déroulée à quelques mètres du stade Roi-Baudouin, là où se tenait le match de football entre la Suède et la Belgique. Laura, le profil du suspect se précise, Oui, exactement. L'assaillant se revendique de l'État islamique. Il est en situation irrégulière en Belgique. Écoutez les précisions du ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne. Le suspect est un Tunisien de 45 ans qui a demandé l'asile dans notre pays en novembre 2019. Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État. Actuellement, il est toujours activement recherché. Des perquisitions sont en cours. Conséquence, le niveau de la menace est relevé à 4 sur 4 pour la région de Bruxelles. Cela veut dire une présence policière renforcée dans la capitale. Pas de fermeture des écoles francophones, mais les écoles communautaires flamandes et européennes resteront, elles, fermées. Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. C'est toute l'Europe qui est bousculée. Message d'Emmanuel Macron hier soir. Et puis parallèlement, la France annonce le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique. Alors, à travers les 2 victimes, 2 ressortissants suédois donc tués hier soir à Bruxelles. C'est leur pays d'origine, la Suède, qui indirectement est visée. La Suède, théâtre de violentes manifestations après plusieurs autodafés du Coran. Le pays a été clairement désigné comme une cible prioritaire par les islamistes et notamment Al-Qaïda il y a 1 mois. L'organisation terroriste menaçait de s'en prendre directement aux intérêts suédois. La France, elle aussi touchée par les attentats djihadistes. Hommage dans toutes les écoles hier pour honorer la mémoire de 2 enseignants assassinés par des djihadistes. Samuel Paty il y a 3 ans, Dominique Bernard il y a maintenant 4 jours. 1 minute de silence globalement respectée, peu d'incidents signalés à ce stade. Dans certains établissements, le recueillement s'est accompagné d'une réflexion-discussion entre élèves et professeurs. Reportage au collège Jean Moulin dans le 14e arrondissement de Paris, Louise Salé. La sonnerie retentit, il est 14h, quelques collégiens se tiennent debout dans la cour. La plupart se recueillent dans leur classe, dignement, même si certains ont du mal à garder leur calme. Sarah est en 5e. Ça m'a fait mal un peu qu'il y ait des gens qui rigolent. Ils ne savent pas ce que ça fait de se sacrifier en fait pour un élève. Peut-être qu'un professeur l'aurait protégé, cet élève qui a rigolé. Et il faut faire ça pour qu'il se rende compte, cet élève, à quel point c'était important ce qu'il a fait. Claire, enseignante de français, a tenu à redonner des clés de compréhension à ses élèves. Je les ai trouvés un peu en manque d'informations aussi finalement. Il a fallu que je revienne un tout petit peu en arrière pour évoquer ce qui s'était passé, ce qu'on savait. Après, il y avait beaucoup d'inquiétudes aussi. Est-ce qu'il faut se mettre sous les tables ? Est-ce que si la fenêtre est accessible, on est en danger ? Enfin voilà. Mais on les a rassurés sur le fait qu'on était là pour eux. C'était aussi l'occasion de reformuler ça. Encore sous le choc, certains de ses collègues sèchent leurs larmes en passant dans le hall. 2 portraits, celui de Samuel Paty et de Dominique Bernard, viennent d'y être affichés. Une gerbe de fleurs déposée à leurs pieds. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. À Arras, une alerte à la bombe a entraîné l'évacuation temporaire du lycée Gambetta, établissement où enseignait Dominique Bernard. Ces obsèques auront lieu jeudi en la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron. Alors du côté de l'enquête maintenant, 8 personnes sont toujours en garde à vue ce matin, dont le terroriste présumé. Mohamed Mogouchkov sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Conférence de presse à 14h du procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. Reste la question embarrassante pour le gouvernement.
Pourquoi avoir renoncé à expulser un radicalisé identifié? Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était l'invité de l'heure des pros hier sur Europe 1. Il a admis au micro de Pascal Praud des failles dans le dispositif. Il y a des écosystèmes, des associations, des partis politiques, des élus, parfois des médias, qui mettent la pression sur les autorités politiques, sur le ministre de l'Intérieur, pour qu'ils lâchent. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas. Il n'aurait pas dû lâcher sans doute. Mais la vérité. Je suis heureux de vous l'entendre dire. J'ai une question. Il ne m'arrive pas souvent de le faire. Oui. Et quand nous le faisons, c'est toujours parce qu'il y a eu des garanties. Et là, c'est effectivement pas. Il n'y avait pas de garantie à apporter. Dans ce cas précis, des décisions de justice ont été rendues. On aurait dû les appliquer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au micro de Pascal Praud hier sur CNews. Joe Biden en visite éclair demain à Tel Aviv, alors qu'Israël poursuit ses préparatifs d'intervention terrestre dans la bande de Gaza. Le président américain veut témoigner sa solidarité avec l'État hébreu, mais aussi permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza, déplacement qui l'emmènera dans la même journée en Jordanie. Israël toujours déterminé à poursuivre la guerre à Ashkelon, dans le sud du pays. L'hôpital ultra sécurisé est prêt. Reportage de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Wilfried de Villers. Ici, on est au second sous-sol de l'unité d'urgence de l'hôpital. C'est blindé, vous ne craignez rien. Alon est responsable de la sécurité de l'hôpital. Il pousse une imposante porte blindée, 15 cm d'épaisseur. On ne la ferme qu'en temps de guerre, dit-il. C'est là que l'on a transféré tous les patients qui se trouvaient dans les secteurs non protégés de l'hôpital. Un transfert de patients qui répond à un protocole de crise pensé par le docteur Ron Lobel. Dès qu'une guerre éclate, nous renvoyons chez eux les patients qui ne sont pas dans un état critique. Et parallèlement, nous prenons le reste des patients et les déplaçons vers des zones sécurisées. La première fois qu'on a réalisé ce protocole, ça nous a pris 3 jours. Maintenant, on le fait en 8 heures. Le protocole est millimétré, mais rien ne pouvait préparer le directeur des urgences à l'attaque du Hamas. Quand j'ai écrit le protocole en cas d'événement dramatique, je l'ai écrit pour 50-60 patients, mais je n'ai jamais pensé à 200 blessés arrivant en 2 ou 3 heures. Ron Lobel s'attend à des jours difficiles à l'hôpital, alors qu'une intervention militaire à Gaza serait synonyme d'intensification du conflit. Un reportage à Ashkelon de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Wilfried de Villers. C'est dans ce contexte de crise au Proche-Orient que Paris décide l'expulsion d'une militante du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Organisation classée comme terroriste par l'Union européenne, Mariam Aboudaka a été interpellée et assignée à résidence à Marseille hier. Procédure d'expulsion d'urgence engagée. Allez, à la page éco maintenant, l'immobilier, le prêt à taux zéro, bientôt élargi à 6 millions de Français supplémentaires. Il figure en tout cas en bonne place dans le projet de loi de finances qui arrive ce soir à l'Assemblée nationale. Ce prêt vise à aider les primo-accédants à acheter leur résidence principale. Il sera donc accessible à davantage de ménages, Margot Faudéré. Oui, 6 millions de Français supplémentaires pourraient bénéficier du PTZ, le prêt à taux zéro, selon le ministre de l'économie. Pour cela, le gouvernement a déjà annoncé, il y a 10 jours, le passage de 154 nouvelles communes en zone tendue, zone particulièrement ciblée par le PTZ. Mais il souhaite aussi revoir d'autres critères, comme l'explique Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget. On va relever le seuil de richesse auquel on peut accéder, on va relever le pourcentage du prêt qui peut être fait avec le PTZ. Il y aura donc plus de personnes éligibles au prêt à taux zéro. Une bonne nouvelle pour beaucoup de Français, en particulier ceux qui veulent acheter un appartement neuf dans une commune très prisée. En revanche, pour faire construire sa maison, il faudra encore patienter. Sandrine Allonnier est porte-parole de Vous Financer. Le gouvernement n'a pas évoqué de retour du prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles. C'est un vrai trou dans la raquette. Une mesure qui agace beaucoup de professionnels alors que le secteur de la construction connaît une crise sans précédent et anticipe la suppression de 150 000 emplois d'ici à 2025, selon la Fédération française du bâtiment. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Enfin, un mot de sport. Il reste, malgré la défaite en quart de finale du mondial de rugby, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, confirmé à son poste jusqu'en 2028. Décision, bien sûr, du président de la Fédération française. Merci Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe. Un très bon début de journée à suivre. L'édito éco. Elisabeth Borne a décidé de s'attaquer aux grilles de salaire. Comment se fait-il que dans plusieurs branches, ces grilles démarrent en dessous du SMIC? Est-ce que c'est à l'État de changer les règles? On va voir ça avec Nicolas Bouzou à 7h20. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, étranger, débouté du droit d'asile, fiché S en raison de son adhésion à l'islamisme radical. Comment se fait-il que les terroristes d'Arras n'aient pas été expulsés du sol français? On va tenter de percer ce mystère légal avec l'avocat Philippe Fontana. C'est un expert du droit d'asile. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 matin.